Alors, bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation. Et ce matin, nous allons parler de modèles économiques ou encore de modèles d'affaires et notamment de l'outil du Business Model Canvas. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Et donc nous sommes une association qui a pour mission d'accompagner les projets d'innovation sur le département de la Mayenne. Avant de commencer la présentation, j'aimerais bien savoir qui j'ai en face de moi virtuellement. Donc, éventuellement, si vous pouviez dans le chat noter voilà, qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre entreprise, éventuellement quel est votre secteur d'activité, où est-ce que vous vous situez pour pour que je puisse me faire une idée et puis éventuellement adapter ma présentation à mon audience. On va dire ça comme ça. À vos claviers pour le chat. Alors, on a des gens du domaine du chocolat, du domaine du conseil à l'innovation. On a l'industrie plastique avec nous également. Hop, on a du secteur de la mobilité douce, secteur de la santé. Ok. Conseillère entreprise, très bien. Super. Vous pouvez continuer à mettre vos présentations. Très bien, super. J'ai déjà une petite overview de qui vous êtes. Super, merci à vous pour ces premières infos. N'hésitez pas pendant le webinaire à utiliser le chat pour poser vos questions ou faire vos remarques. Et donc, nouvelle question que je vais vous poser ce matin. Première question, ça va être, on va parler de modèle économique. Selon vous, de quoi on parle quand on parle de modèle économique? Est-ce que vous avez une idée, une définition de ce que ça peut être? Alors, Thierry nous propose définir comment on obtient nos revenus et comment sont répartis nos coûts. Oui, en effet, c'est une partie du modèle économique. Donc, le modèle qui génère le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, en effet, comment est-ce qu'on génère des flux de revenus pour l'entreprise ou l'organisation? Alors, Élise nous propose trouver la bonne façon de vendre son produit et service à travers plusieurs facteurs. En effet, on va parler de livraison. Et puis, Anne-Sophie note, c'est le modèle qui permet d'équilibrer les résultats de l'entreprise. Bon, on a plus ou moins la majorité des éléments qui composent un modèle économique. Donc moi, la définition que je voulais vous présenter ce matin, c'est celle qui est proposée par le livre Business Model Nouvelle Génération de Alexander Osterwalder et Yves Pigneur. Si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment un livre que je vous recommande pour parler de modèle économique. En fait, un modèle économique, ça décrit les principes selon lesquels une organisation, que ce soit une entreprise, une association, une organisation ou tout autre type de structure, va créer, délivrer et capturer de la valeur. Le modèle économique, ça permet donc de décrire comment votre entreprise s'organise pour apporter une proposition à votre clientèle, une proposition de valeur à votre clientèle. Et grossièrement, si on utilise des gros mots, c'est comment est-ce que votre entreprise va gagner de l'argent, comment vous allez pouvoir équilibrer vos dépenses et vos revenus. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'on appelle la proposition de valeur, je vous invite à regarder le replay d'un de nos webinaires qu'on a organisé au mois de mai. Je vous ai mis le lien sur le support de présentation. Mais donc, je parle de cette proposition de valeur. Autre information avant d'aller plus loin, il faut savoir que pour une même activité, pour un même secteur d'activité, une même proposition de valeur que vous faites à votre clientèle, on peut imaginer plusieurs modèles d'affaires possibles. Donc, c'est à vous de réfléchir à quel est le meilleur modèle d'affaires en fonction de votre proposition de valeur et des cibles clientèles que vous voulez atteindre. C'est à chaque entreprise de définir son modèle économique. Donc, avant de passer à la partie théorique du webinaire, je voulais vous proposer de nous intéresser aux grands types de modèles d'affaires que l'on peut rencontrer dans le secteur économique. D'abord, le premier, le plus classique, on va dire, le plus connu, c'est celui du commerce. Je fabrique quelque chose que je vends ensuite directement à mes clients. Et il y a le modèle aussi de la distribution. Donc là, d'autres
produisent des choses et moi, je vends ces choses à mes clients. Donc, c'est le modèle de la distribution. Et on peut également noter différentes variantes à ces deux modèles, donc ceux du commerce et de la distribution, avec notamment le e-commerce, c'est de la vente en ligne. Il y a aussi tout ce qui va être les ventes en réunion, les ventes à domicile, tout ce qui va être les foires commerciales ou les salons. Et aussi, un autre exemple de distribution différente, ça va être tout ce qui est les contrats d'apporteurs d'affaires où quelqu'un va prescrire notre solution et on va lui remettre une commission sur les ventes qu'on aura fait grâce à lui. Troisième type de modèle d'affaires, c'est celui du service. Donc, le service, en fait, c'est je vends une compétence, que ce soit une compétence manuelle, comme sur l'illustration. Là, je vends des compétences en mécanique automobile, ou de la compétence intellectuelle. Tout à l'heure, certains d'entre vous ont dit voilà, ils faisaient du conseil aux entreprises. Tout ce qui est le consulting, c'est je vends un savoir-faire intellectuel à mes clients. Donc, on peut vendre un service en propre. Ma proposition de valeur, c'est ce service. Mais on peut aussi imaginer un tas de services additionnels à une proposition de valeur existante. Et je pense notamment à tout ce qui va être les services après-vente ou les services de formation ou de maintenance que l'on peut proposer autour d'une offre de produits ou de services. Autre modèle dont on peut parler, c'est celui de la location. Donc, la location, c'est je vends du temps d'usage à ma clientèle. Donc, mes clients n'ont pas à acheter le produit en lui-même, mais je leur vends le temps d'utilisation de ce produit. Et les différentes variantes que l'on connaît, c'est par exemple les locations avec option d'achat, de plus en plus dans le secteur automobile notamment. Il y a aussi tout ce qui va être le système des licences, où on va acheter le droit d'utiliser un logiciel ou des brevets, la propriété intellectuelle d'autrui. Autre modèle, type de modèle dont on peut parler, c'est celui de l'abonnement. Donc, je vends périodiquement et je suis payée d'avance. Donc, mes clients, c'est principalement dans le secteur du service, ils vont payer tous les mois et puis ils vont pouvoir utiliser un service. Et là, ce qui est plutôt pratique sur ce modèle, c'est que les clients payent avant d'utiliser le service. Ensuite, il y a le modèle des consommables. Donc, c'est le modèle emblématique de HP, Nespresso ou encore Gillette. Je vends de manière abordable un produit et ce produit va nécessiter d'acheter des consommables pour pouvoir être utilisé dans la durée. Donc, que ce soit des cartouches d'encre, des capsules de café ou les lames de rasoir, mon client, pour pouvoir continuer à utiliser mon produit, va devoir acheter ses consommables. C'est un moyen de capter et surtout de garder la clientèle, de garder sa clientèle. Ensuite, on peut évoquer le modèle de la publicité où je vends ma visibilité. J'ai une plateforme, j'ai une audience et je vends le temps d'attention de mon audience à des partenaires, à des sponsors. On en entend beaucoup parler aussi, notamment en ce moment avec le système des influenceurs ou des influenceuses qui vont avoir une certaine audience sur les réseaux sociaux et ils vont vendre l'attention de cette audience à des partenaires, à des marques. Autre modèle dont je voulais vous parler ce matin, c'est le modèle de la plateforme. C'est aussi un modèle qui se répand de plus en plus, mais c'est un modèle qui est très vieux. Finalement, les premières plateformes, c'était les foires commerciales qu'on pouvait avoir dès le Moyen-Âge, où je vends aux autres la possibilité de faire leur business. Et aujourd'hui, les gros acteurs de la plateforme, c'est ce qui va être Amazon, Airbnb ou encore Le Bon Coin, qui font de la mise en relation entre différents types de clientèle, entre différents segments clientèle, et ces segments vont pouvoir faire des affaires ensemble. Et dernier grand type de modèle d'affaires dont je voulais vous parler ce matin, c'est celui de l'add-on, où en fait on va vendre le basique, on va communiquer sur une offre basique et on va faire payer les options à cette offre basique, même les options qui peuvent être très, très utiles. C'est l'exemple des compagnies low cost où le billet en lui-même est très peu cher, mais dès que l'on veut un bagage supplémentaire ou une collation dans l'avion, c'est beaucoup plus cher que sur les compagnies classiques. Voilà pour les grands types de business models que l'on peut voir aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est tout à fait possible de combiner différents business models entre eux pour créer votre business model, finalement celui qui sera le plus adéquat à ce que vous avez envie de faire, qui sera le
qui correspondra le mieux à votre clientèle et à votre façon de lui délivrer votre valeur. Si on passe maintenant à la partie outils de ce webinaire, on va parler ce matin du Business Model Canvas. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous connaissent déjà l'outil ou l'ont déjà utilisé? Donc tout à l'heure, j'ai vu passer, donc Thierry nous disait qu'il l'a utilisé dans le cadre de sa création d'entreprise pour définir son projet d'entreprise. Est-ce que d'autres parmi vous ont déjà utilisé ou entendu parler de cet outil? Je vous laisse me répondre par le chat. Alors ensuite, on avait donc Lorraine qui disait qu'il l'a utilisé en formation, mais un petit peu de mal à le mettre en application. Ok, très bien. Et ben, ça va être l'occasion de voir comment utiliser cet outil. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un outil qui va être. Ah, je suis désolée, il y a du. Hop. Donc, c'est un outil qui est composé de 9 cases et ces 9 cases vont permettre de représenter visuellement les différents éléments d'un modèle économique et surtout la façon dont ils sont connectés entre eux. C'est un outil qui se veut exhaustif pour n'oublier aucune composante de votre entreprise au moment de la créer ou de la présenter à un tiers. Pour celles et ceux d'entre vous qui prennent des notes sur papier, je vais vous donner quelques conseils pour dessiner votre Business Model Canvas ou BMC pour les intimes. Alors, il faut d'abord prendre sa feuille au format paysage et vous allez pouvoir d'abord dessiner une ligne horizontale sur le bas de votre feuille. Pour les plus précis d'entre vous, c'est à peu près à un quart de la feuille. Ce petit rectangle créé, vous allez pouvoir le couper en deux verticalement. Et puis ensuite, vous allez pouvoir dessiner sur l'espace restant un premier grand H à gauche et un second à droite. Et là, vous avez les 9 cases de votre BMC. On va pouvoir maintenant passer au détail du contenu de chaque case. Alors, la première case à laquelle il faut s'intéresser, c'est celle de la proposition de valeur. C'est la case centrale de votre modèle d'affaires. C'est ce autour de quoi tout va s'articuler. Donc, votre proposition de valeur, c'est ce que vous allez offrir à vos clients, la valeur ajoutée, l'expérience que vous allez leur proposer. Et cette proposition de valeur, c'est la promesse que vous leur faites. Donc, ça peut être une phrase promesse à vos clients, mais c'est aussi sa traduction en termes de produits et de services. Et donc, idéalement, on va dessiner un BMC par proposition de valeur pour être sûr d'être le plus clair et le plus exhaustif possible. Si on prend un exemple, je vous propose ce matin de prendre l'exemple de Nespresso pour remplir ce business model Canvas. La promesse de Nespresso, c'est un expresso à la maison comme au restaurant. Et donc, pour faire cette promesse, ils vendent des machines à café et des capsules à usage unique. Donc ça, c'est la proposition de valeur principale de Nespresso. Une fois qu'on a défini notre proposition de valeur, il faut s'intéresser à une deuxième case qui est celle des segments de clientèle. Finalement, à qui vous vous adressez, à qui vous avez envie de vendre votre proposition de valeur. Et ces clients, c'est quoi leurs besoins, c'est à quoi vous répondez. Et donc, comme pour la proposition de valeur, idéalement, on dessine un business model Canvas par segment de clientèle pour être le plus spécifique et le plus précis possible. Donc, si on prend notre exemple de Nespresso, Nespresso, historiquement, a deux grandes cibles clientèle. La première cible, c'est celle des entreprises donc, qui veulent pouvoir proposer un expresso comme au restaurant à leurs clients, à leurs salariés. Et la deuxième cible clientèle, c'est les foyers dits haut de gamme. Pour la suite de cet exemple, comme je vous disais, un BMC pour un segment clientèle, la suite de mon exemple, je le déroulerai sur cette cible des foyers haut de gamme. Donc, une fois qu'on a défini la proposition de valeur et les segments de clientèle, on va pouvoir définir nos canaux de distribution. Nos canaux de distribution, en fait, c'est comment est-ce qu'on va faire connaître notre proposition de valeur à nos clients, comment ils vont entendre parler de nous et où est-ce qu'ils vont pouvoir acheter notre proposition de valeur. Et surtout, comment vos clients veulent être atteints. Donc, si on prend l'exemple de Nespresso, Nespresso, ils ont un réseau de boutiques physiques, donc des boutiques Nespresso, et ils ont aussi une boutique en ligne, nespresso.com, où on peut acheter et connaître leurs produits.
Et la petite particularité, c'est que pour acheter les machines à café, on peut aussi les acheter en grande surface. Les capsules, elles, ne sont disponibles que sur les boutiques, que ce soit physiques ou en ligne de Nespresso. Une fois qu'on sait comment notre client va entendre parler de nous ou va pouvoir acheter nos produits, on va pouvoir se poser la question de la relation clientèle que l'on va entretenir avec nos clients. Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'ils achètent la première fois et aussi comment on va faire en sorte qu'ils reviennent chez nous. Quel type de relation on va mettre en place. Chez Nespresso, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le club Nespresso. Donc, une fois qu'on fait partie du club, on a accès à des avantages, on a accès à un espace privilégié avec les autres membres du club. Donc ça, c'est la partie interface client de notre modèle d'affaires. Et si tout va bien, cette partie clientèle, interface client va générer des revenus. Et donc, on va pouvoir définir quels sont les flux de revenus que l'on va générer, qu'est-ce que nos clients sont prêts à payer et surtout comment ils sont prêts à payer. Est-ce qu'ils vont payer ponctuellement ou est-ce qu'on va avoir des revenus récurrents? Est-ce que c'est notre client qui va nous payer en direct ou est-ce que je fais appel à des subventions ou à des prescripteurs Ici, on va définir tous les types de revenus que l'on va avoir grâce à cette interface client. Et donc, si on prend l'exemple de Nespresso, les principaux revenus pour Nespresso, c'est la vente des capsules, que ce soit en ligne ou dans les boutiques. Et il faut savoir que ces capsules, on peut les acheter à l'unité, mais on peut aussi s'abonner pour recevoir automatiquement nos capsules à la maison. Et donc, la deuxième source de revenus, ça va être les ventes des machines qui ont lieu sur les boutiques physiques et en ligne. Une fois qu'on a défini la partie droite du business model Canvas, on va pouvoir s'intéresser à la partie gauche avec deux cases que j'aime bien traiter ensemble parce qu'elles se nourrissent l'une l'autre. Ça va être d'abord les activités clés. Quelles activités je dois faire le matin en arrivant au bureau pour pouvoir fournir ma proposition de valeur. Et en fait, de quelles ressources clés je vais avoir besoin pour fournir ma proposition de valeur, que ce soit des ressources humaines, matérielles ou encore financières. Donc, chez Nespresso, les activités clés, ça va être tout ce qui va être le marketing, mais aussi la production des capsules et la logistique pour livrer les boutiques, mais aussi livrer les clients qui ont acheté sur Internet. Et donc, les ressources clés pour ça, ça va être les canaux de distribution, donc à la fois le site Internet, mais aussi les boutiques physiques. Une de leurs ressources clés aussi, ça va être les brevets qu'ils ont déposés sur la capsule et sur la machine. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nespresso aime bien, ils ont déjà gagné plusieurs procès de gens qui avaient plus ou moins copié leur système. Autre ressource qu'ils ont, c'est leur image de marque. C'est quelque chose de très important pour Nespresso. Et puis enfin, l'autre ressource clé qu'on peut noter, ce sont les sites de fabrication des capsules qu'a Nespresso. Donc bien sûr, il y en a d'autres, mais là, c'est les principales activités et les principales ressources de l'entreprise. Et une fois qu'on a défini les activités et les ressources clés, on peut se poser la question, est-ce que je suis capable de tout faire moi-même? Est-ce que je suis capable de tout faire en interne? Et du coup, de quel partenaire clé je vais avoir besoin pour fournir, pour compléter ma proposition de valeur et quel type de relation je vais pouvoir entretenir avec ces partenaires. Dans l'exemple de Nespresso, en fait, ils ne produisent pas eux-mêmes les machines à café. En fait, ils ont des partenariats avec des fabricants de machines pour cette production, par exemple Krups ou Philips, qui vont produire les machines à café Nespresso. Et donc, une fois qu'on a pu définir ce qu'on appelle l'infrastructure, une fois qu'on a pu définir l'infrastructure de votre modèle économique, on va pouvoir s'intéresser au nerf de la guerre, qu'est-ce qui nous coûte, et donc notre structure de coût. Finalement, notre modèle, quel coût résulte de ce modèle et quels éléments clés vont structurer les coûts. Donc, concrètement, j'ai quoi à payer à la fin du mois pour que mon entreprise fonctionne. Là, chez Nespresso, il y a les coûts de fabrication des capsules, les coûts de marketing, Georges Clooney n'est pas gratuit, et puis tout ce qui va être les coûts de distribution et des canaux de distribution que l'on met en place. Donc là, on a parcouru ensemble les 9 cases du business model Canvas de Nespresso. Il faut savoir qu'il existe des variantes à ce Canvas. Donc là, c'est le Canvas type, on va dire. Mais il y a aussi, par exemple, le Lean Canvas qui est beaucoup utilisé pour les solutions très innovantes. Ou encore l'Event Canvas quand on travaille dans l'événementiel. Il ne faut pas hésiter à vous intéresser aux différents Canvas qui ont été proposés et qui facilitent ce travail de définition de projet.
Voilà pour ça. Donc, du coup, le business model Canvas, il permet de définir, là, je suis allée un petit peu loin, il permet de définir les 4 dimensions de votre modèle économique. Tout d'abord, l'offre et la proposition de valeur que vous faites à votre client, votre promesse. Ensuite, il permet de définir les clients et l'interface client que vous mettez en place pour atteindre cette clientèle. Également, l'infrastructure à créer pour pouvoir délivrer et produire la valeur à vos clients. Et enfin, la viabilité financière de votre organisation. Ce que j'aime bien dans cet outil, c'est qu'il se veut exhaustif pour être sûr de ne rien oublier et il est très visuel. Il permet de faciliter le partage et la communication et notamment partager un langage commun avec les autres personnes de votre équipe ou de votre entreprise. C'est un outil qui se veut également collaboratif. Je pense que vous imaginez facilement pouvoir imprimer le template du business model Canvas et puis avec quelques collègues et quelques post-it, pouvoir organiser une séance de travail pour définir ou représenter votre modèle économique. Donc ça, c'est pour ce que permet de faire l'outil. Et aussi, donc, il y a 2 types d'usages qu'on peut imaginer sur ce modèle économique. Tout d'abord, en mode photographie, à l'instant T, comment fonctionne l'entreprise pour pouvoir poser les choses et faciliter la présentation à d'autres personnes ou à des partenaires potentiels. Je vous invite d'ailleurs à prendre un petit peu de temps après ce webinaire pour dessiner votre propre business model Canvas et voir comment s'articulent les différents éléments de votre proposition de valeur. Donc ça, c'est pour l'aspect photographique, on va dire, de ce modèle d'affaires. Mais on peut aussi l'utiliser en mode prospectif pour jouer avec l'existant et imaginer les possibles. Et donc, c'est ce deuxième usage que l'on va maintenant creuser dans ce webinaire pour vous donner les clés pour imaginer, modifier ou adapter votre modèle économique aux évolutions du marché, de la société ou des attentes de vos clients. Alors, je viens de voir, Anne-Sophie me dit qu'elle m'entend moins bien. Est-ce que tout le monde m'entend ou est-ce que c'est spécifique? Est-ce que vous pouvez me dire par le chat si tout le monde m'entend bien? Alors, du coup, Anne-Sophie, il y a peut-être un souci avec votre ordinateur. Très bien. J'espère que le problème va se résoudre pour vous. Ah, très bien. J'étais peut-être trop loin de mon ordinateur. Très bien. Je vais essayer de pas trop m'éloigner. Super. Alors, on va pouvoir continuer ce webinaire avec 3 outils d'analyse stratégique qui sont proposés dans l'outil d'Alex Osterwalder, dans le livre d'Alex Osterwalder. 3 outils qui peuvent vous aider à optimiser votre modèle économique. Le premier outil qu'il propose, c'est l'analyse de l'environnement de votre modèle économique pour pouvoir clarifier le contexte et les contraintes de votre environnement. Et donc, le premier élément à regarder, ça va être les forces qui sont présentes sur votre marché et qui peuvent jouer sur votre modèle économique. Par exemple, quels sont les enjeux de vos cibles clientèle? Quels sont vos segments de marché? Est-ce qu'il existe des segments connexes à vos segments de marché que vous pourriez adresser? Et donc, ces différents segments, quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs demandes? Est-ce qu'il y a des évolutions notables dans ces besoins? Combien ça coûte à vos clients de changer de solution, de venir chez vous plutôt que chez un fournisseur, ou à l'inverse, combien ça coûte à un client de vous quitter? Si on prend l'exemple de Nespresso, une fois qu'un client a acheté une machine à café Nespresso, combien ça lui coûte de passer chez Tassimo ou chez Dolce Gusto, par exemple? Et enfin, finalement, pour quels services vos clients sont prêts à payer, pour quels produits ils sont prêts à payer, et où est-ce que vous pouvez réaliser les marges les plus importantes. Voilà pour la partie force marché. Le deuxième élément à regarder, ça va être les forces qui sont présentes dans votre secteur d'activité. Est-ce que vous avez des concurrents historiques? Est-ce qu'il y a des nouveaux entrants qui arrivent petit à petit sur votre secteur d'activité? Est-ce qu'il y a aussi des solutions de substitution qui existent? Et donc, ces différents acteurs, quels sont leurs avantages? Quels sont leurs handicaps? Quels sont leurs modèles économiques? Vous pouvez aussi vous intéresser à eux, leur propre façon de proposer de la valeur à leurs clients. Ensuite, quels sont les différents acteurs de votre chaîne de valeur? Est-ce que vous êtes dépendant de certaines personnes, de certaines catégories d'acteurs? Et puis enfin, quelles sont les grandes parties prenantes de votre secteur d'activité? Et donc, quelles parties prenantes peuvent avoir un impact sur votre modèle économique?
Donc voilà, est-ce que vos salariés, est-ce que les lobbies, est-ce que les syndicats peuvent avoir une action sur votre modèle économique? Ensuite, il faut s'intéresser à toutes les tendances clés qui sont liées de près ou de loin à votre secteur d'activité, à votre proposition de valeur, qu'elle soit technologique, réglementaire, culturelle et sociétale ou encore socio-économique. Quelles sont les tendances clés de votre secteur d'activité? Et enfin, le dernier élément de l'environnement qu'il vous faudra regarder, c'est toutes les forces économiques qui peuvent avoir un impact aussi sur votre modèle d'affaires. Quelle est la situation économique actuelle? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont intéressants à regarder pour comprendre les enjeux de votre secteur économique? Par exemple, le taux de chômage ou le salaire moyen. Quelle est la situation des marchés financiers? Est-ce que c'est facile d'emprunter dans votre secteur d'activité? Et quel est le coût de l'argent? Combien ça vous coûte d'emprunter? Ensuite, au niveau de vos matières premières et des ressources essentielles, est-ce que c'est facile de les obtenir? À quel point vous êtes dépendant de ces sources de matières premières? Combien elles vous coûtent? Est-ce que les prix ont tendance à fluctuer? Et puis enfin, quelle va être la qualité de l'infrastructure dans votre marché? Est-ce que la qualité de l'infrastructure publique, des transports ou de l'éducation a un impact sur votre modèle économique? Quel va être le niveau de pression fiscale de vos clients ou encore comment est-ce que vous évalueriez leur qualité de vie? Donc là, avec ces 4 éléments, vous avez pu clarifier l'environnement de votre modèle économique, donc tout ce qui n'a pas attrait spécifiquement à votre organisation, mais qui peut avoir un impact sur votre modèle économique. Une fois qu'on a fait ça, on a pu clarifier le contexte et les contraintes que vous avez à gérer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer à l'évaluation de votre modèle économique. Donc là, on va s'intéresser à ce que vous faites, vous. Et pour ça, je vous propose de faire un diagramme SWOT de chaque bloc de votre business model Canvas. Pour rappel, le diagramme SWOT, c'est de regarder les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre entreprise. C'est un outil que Sandrine vous avait présenté lors de nos webinaires en mai. Comme tout à l'heure, je vous ai mis le lien vers le replay. Il ne faudra pas hésiter à regarder si vous voulez avoir une petite piqûre de rappel sur cet outil. Donc, on va d'abord regarder les forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre offre. Ensuite, vous allez pouvoir regarder celles de vos segments de clientèle, mais surtout de votre interface client, puis de votre infrastructure et enfin de la viabilité financière de votre modèle économique. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait les 4 diagrammes SWOT des 4 blocs de votre BMC, on va pouvoir se poser différentes questions. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut mettre en avant, comment est-ce que vous pouvez mettre en avant vos forces, comment est-ce que vous pouvez les renforcer, les accentuer? Est-ce que vous avez des moyens pour atténuer ou pour contourner les différentes faiblesses que vous avez identifiées? Et comment est-ce que vous pourriez transformer les opportunités en force? Et enfin, comment anticiper les différentes menaces que vous avez pour les diminuer ou finalement pour en faire des forces par rapport à vos concurrents. Une fois que vous avez fait ce travail, vous avez déjà une première liste de pistes de réflexion sur comment optimiser, comment renforcer votre modèle économique. Et donc enfin, dernier outil de l'analyse stratégique que l'on peut vous proposer, c'est celui de la stratégie Océan Bleu. Donc c'est une stratégie qui a été élaborée par Chen Kim et Mo Borgne et qui vous propose de vous écarter des habitudes de votre secteur d'activité traditionnel pour augmenter la valeur que vous apportez à vos clients en créant de nouveaux avantages, de nouveaux services, de nouvelles caractéristiques à votre offre et en même temps de réduire les coûts qui sont liés à vos produits et à vos services qui apportent une moindre valeur à votre clientèle. Et donc, pour résumer ça, on peut utiliser une grille de 4 actions qui vont permettre de classer les différentes activités ou services de votre entreprise en fonction de 2 variables. La première variable, c'est la valeur apportée à votre clientèle. Est-ce que cette caractéristique de votre offre, elle apporte peu ou beaucoup de valeur à votre clientèle? Et la deuxième variable, ça va être celle des coûts d'infrastructure. Combien ça vous coûte de proposer cette caractéristique de votre offre? Est-ce que c'est peu ou beaucoup? Alors, quand on fait ce travail, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment de le faire de manière très binaire. C'est peu ou beaucoup. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de milieu.
parce que sinon, on se retrouve très vite avec une grille où tous les éléments de la proposition de valeur sont au milieu et on ne peut prendre, c'est difficile de prendre une décision. Donc, une fois qu'on a classé les différents éléments de votre proposition de valeur dans cette grille, on va pouvoir prendre des décisions. Donc, tout d'abord, tout ce qui va apporter très peu de valeur à votre clientèle, mais qui va vous coûter cher en infrastructure, vous allez pouvoir décider et assumer cette décision de les exclure, d'arrêter de le faire. Ça vous coûte très cher et ça ne rapporte pas grand-chose. Ensuite, ce qui ne coûte pas grand-chose, qui apporte peu de valeur, bon, c'est pas le cœur de votre proposition de valeur, mais bon, après tout, ça coûte pas grand-chose, donc ça a le mérite d'exister. Mais voilà, ça sert à rien de mettre beaucoup d'efforts pour le vendre, pour le mettre en avant. Donc, ce sont des éléments que vous allez pouvoir choisir d'atténuer. Et ensuite, on va passer à la partie droite de cette grille des 4 actions. Là, finalement, tout ce qui apporte beaucoup de valeur à votre clientèle, vous allez pouvoir choisir de le renforcer pour le mettre encore plus en avant parce que c'est vraiment ça qui apporte de la valeur à votre clientèle. Et même choisir de créer de nouveaux éléments, de nouvelles caractéristiques à votre offre de valeur, donc de nouvelles sources de valeur pour vos clients et de préférence des sources de valeur qui ne vous coûtent pas trop en coût d'infrastructure. Voilà la grille des 4 actions. En fait, ce concept, j'ai oublié de vous le dire, c'est ce que Chaikin et Newborn appellent le concept de l'innovation valeur. On va vraiment chercher à innover, à apporter de la valeur à notre clientèle. Et donc, cette grille des 4 actions là que je viens de vous présenter, vous allez pouvoir l'appliquer aux différentes parties de votre BMC. Donc, la première partie, ça va être de l'appliquer à la partie infrastructure et coût de votre BMC. Voilà, dans votre infrastructure, qu'est-ce qui vous coûte le plus cher? Qu'est-ce qui se passe après en termes de valeur si vous supprimez ces éléments qui coûtent trop cher? Est-ce qu'éventuellement, on peut imaginer des éléments de substitution qui vont vous coûter moins cher, mais qui vont permettre de maintenir la valeur? Et enfin, ces nouveaux éléments que vous auriez mis en place, est-ce qu'ils ont un impact sur la valeur apportée à vos clients? Le deuxième impact que l'on va pouvoir chercher à regarder, c'est celui de la proposition de valeur en termes d'infrastructure et en termes de valeur apportée à vos clients. Dans votre proposition de valeur, quels services ou caractéristiques sont les moins appréciés et que vous pourriez donc supprimer ou atténuer? Lesquels pourraient être améliorés ou créés, parce que c'est là où votre client voit la valeur. Et donc, ces changements sur votre proposition de valeur, quels changements ils vont impacter sur votre interface client et sur vos clients? Quels nouveaux canaux de distribution vous devez mettre en place, par exemple? Et donc, une fois qu'on a réfléchi sur les impacts en termes d'interface client, quels impacts il va y avoir sur votre infrastructure et donc sur les coûts de livraison de votre proposition de valeur. Et enfin, on va pouvoir regarder quels sont les impacts au niveau de la clientèle, explorer l'impact au niveau de la clientèle. Quels nouveaux segments de clientèle vous pourriez cibler, lesquels vous pourriez réduire ou éliminer? Quels sont les besoins de ces nouveaux segments, et que ce soit en termes de relations clientèle ou en termes de canaux de distribution? Et donc, ces changements, quelles évolutions ça va avoir, quels impacts ça va avoir sur les coûts et sur l'infrastructure de votre modèle économique. Une fois qu'on a fait ce travail, donc sur la stratégie Océan Bleu, mais aussi sur les deux autres outils qu'on a vus, donc le diagnostic SWOT et l'étude de l'environnement de votre modèle économique, vous aurez pu identifier des pistes de réflexion pour optimiser ou réinventer votre modèle d'affaires. Et à ce moment-là, vous pourrez utiliser ce que j'appelle le pouvoir de la supposition pour explorer les possibles évolutions de votre modèle économique. Alors, c'est pas très compliqué, ce pouvoir de la supposition. En fait, il suffit de se demander, et si telle ou telle chose arrivait, quelle modification je pourrais faire sur mon modèle économique pour survivre à ce changement. Ce qui est intéressant, c'est en vous nourrissant de tout ce travail d'analyse et d'évaluation que vous aurez fait précédemment, vous allez pouvoir rédiger des questions et si qui sont pertinentes, des fois un peu choquantes, mais qui vont pouvoir questionner sur du coup, qu'est-ce que je peux faire si jamais ça disparaissait?
Et donc, ce qu'on peut faire, c'est, comme tout à l'heure, hein, se rassembler en équipe avec quelques collègues ou avec quelques partenaires, des gens de votre réseau, pour réfléchir à des solutions à mettre en place pour contourner ces et si, et donc du coup réinventer votre modèle d'affaires. Je vous ai préparé quelques petits exemples de questions qu'on pourrait se poser. Alors bien sûr, ces questions sont adaptées vraiment à votre modèle économique à vous. Mais par exemple, voilà, si votre matière première essentielle disparaissait, qu'est-ce que vous pourriez faire? Comment vous pourriez faire? Autre question, voilà, tout à fait par hasard. Et si vos clients étaient bloqués chez eux, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour quand même pouvoir leur apporter de la valeur et puis derrière vous être rentable. Alors, s'il vous manque un petit peu d'inspiration pour rédiger ces questions et si, il existe pas mal d'outils et d'articles sur Internet qui peuvent vous aider à faire ça. J'avais notamment trouvé un jeu de cartes il y a quelques années que je m'étais amusée à traduire, voilà, qui était proposé par c'est un site internet qui s'appelle Board of Innovation. Et par exemple, voilà, on avait voilà, et si la publicité directe était interdite, qu'est-ce que je pourrais faire? Ou encore, et si mes clients ne pouvaient pas lire, s'ils ne savaient pas lire, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour quand même pouvoir les atteindre et être viable. Donc voilà pour les quelques outils que je voulais vous présenter ce matin pour jouer avec votre modèle économique. Avant de passer à la partie questions-réponses et échanges de ce webinaire, je voulais partager avec vous deux actualités de Laval Mayenne Technopole. Donc la première, c'est si ce webinaire vous a donné envie d'aller plus loin, on vous propose un accompagnement pour repenser votre modèle d'affaires. Donc c'est un accompagnement qui consiste en 3 workshops de 3 heures chacun, que vous pouvez suivre seul ou avec un ou deux de vos collaborateurs, collaboratrices. Et puis, vous serez accompagné par un binôme de chargés d'accompagnement de LMT, donc mes collègues Sandrine, Stéphane ou moi-même. Et ce qu'on vous propose, l'objectif qu'on vous propose dans cet accompagnement, ça va être d'abord d'identifier ce qui a changé ou ce qui pourrait changer dans votre modèle économique, dans le secteur de votre entreprise, pour ensuite imaginer des pistes d'évolution de votre modèle d'affaires. Et puis, vous pourrez repartir de cet accompagnement avec un cahier d'idées et un premier plan d'action pour réinventer votre modèle économique. Autre info que je voulais partager ce matin, c'est la date de notre prochain webinaire. Donc, il aura lieu le mardi 10 novembre de 11h à midi. Et il vous proposera des astuces pour gérer son temps et ses priorités pour mener à bien ses projets. Et donc, c'est Christian Travier, le directeur de Laval Mayenne Technopole, qui vous propose ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui si ça vous intéresse. Comme d'habitude, je vous mets mes petites coordonnées de contact pour que vous les ayez au cas où. Et on va pouvoir maintenant passer à la partie questions-réponses du webinaire. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat pendant le webinaire ou est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Alors, il y a eu quelques petites questions qui ont été posées sur la partie logistique. Donc oui, je vous enverrai le support de présentation dans l'après-midi ou demain. Donc, vous pourrez récupérer toutes les infos et notamment les différents liens vers les outils, les articles, les replays que j'ai mentionnés. Alors, il y a Élise Lenoir qui te pose une question, Charlotte. Ouais. Avec quel profil faut-il compléter ce business Canva? En termes d'équipe, finalement, tout le monde peut remplir un business model Canvas. Finalement, donc si vous êtes une jeune entreprise, vous avez une petite équipe et que du coup, finalement, c'est vous qui gérez un petit peu tout, vous pouvez faire ce business model Canvas tout seul ou toute seule. Après, quand on commence à avoir une entreprise un peu plus grosse, un peu plus structurée, où il y a un service com, un service marketing, un service prod, là, ça peut être pas mal d'avoir des gens qui sont de ces différents services, qui ont des compétences différentes pour pouvoir se nourrir finalement de ce que chacun sait sur comment on fonctionne. C'est un outil vraiment qui est super intéressant en mode collaboratif parce que même si on a exactement la même vision de l'entreprise, ça permet quand même d'ouvrir certaines discussions, certains échanges sur qui on est, comment on le fait et pourquoi. Alors, il y a une petite question sur la différence avec le Lean Canvas.
Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le Lean Canvas, c'est un canvas qui est plutôt adapté aux solutions très innovantes et notamment les différences avec le business model Canvas, c'est qu'il s'intéresse surtout à l'aspect concurrentiel et à l'avantage que vous pourrez avoir sur vos clients. Donc, en soi, on peut faire un business model Canvas ou un Lean Canvas de tout type d'organisation. Mais après, il y a certaines questions qui peuvent aider d'adresser d'autres des sujets particuliers spécifiques. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y avait une question sur dans quel cadre cet outil est efficace. Donc, comme je disais, il est efficace au moment de la conception, de la définition de votre entreprise. Si vous voulez créer un nouveau produit, par exemple, ou une nouvelle entreprise, ça peut être pas mal pour poser les choses et puis pour faciliter la présentation de ce que vous allez faire à des tiers. Même si vous n'utilisez pas le business model Canvas, moi je sais que quand on l'a en tête, c'est plus facile du coup ça aide le storytelling aussi de dire bon bah voilà, ma proposition de valeur c'est ça, je m'adresse à telle cible clientèle. Et quand on connaît bien son business model Canvas, quand on a fait le travail de le visualiser, c'est plus facile finalement de suivre son fil de pensée et de présenter de manière précise et cohérente ce que l'on fait. Et donc, du coup, on peut aussi l'imaginer. Donc là, c'est pour la partie définition d'un nouveau truc, on va dire. Et après, quand vous avez déjà une proposition de valeur et que vous voulez prendre l'opportunité de réfléchir, sinon au moment où ça commence à caler, où vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui changent pas mal dans votre environnement, et vous dites, allez, on va se faire une petite session pour réfléchir à nouveau à ce modèle-là. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, c'était une bonne piqûre de rappel. Merci. Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Dans tous les cas, je vous ai laissé mes coordonnées. Donc, si vous avez la moindre question, que ce soit sur l'outil ou de manière générale, je me tiens à votre disposition pour y répondre. N'hésitez pas à me contacter. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et il va bientôt être l'heure d'aller déjeuner. Donc, un très bon appétit et puis à bientôt. Je vous donne rendez-vous le 10 novembre pour notre prochain webinaire.